Bonsoir. Merci beaucoup de venir assister à cette conférence. Je vais commencer par vous montrer une petite vidéo assez courte et ensuite je vais parler du travail de Martha. Voilà, alors c'est parti je crois. You want a chair up there? No. No. Hyde, thank you for admitting your age. I'm going to turn 70 on Monday, December 18th. So I'm very close in age to Donald J. Trump, President of the United States. I've been doing political satire for about 3 decades. I started doing Nancy Reagan, then Barbara Bush, then Tipper Gore, then Barbara Bush again, mother of the president. But now I have the jowls and I have the paunch, and I've been doing Donald. I'm doing Donald in a suit and a tie and a wig, and I look nothing like Donald, but everybody says, "Oh, hi, Donald," when they see me on the subway going to the gig. So I thought what I would do today for our mutual enjoyment is a few songs. You just have to imagine. I mean, I have a nice ruddy glow going from the sun, so you have to imagine that I'm really more sorry. orange than I am. So this is the film has we have. I'm so sorry. We have to. Oh, your bag Just to is covering up the because the mic. mic is hidden here. Yeah. And so you should be I should be standing over here? No, just you let keep it it? let it as it was. If you can do it here, it's perfect. Okay. But you were just a bit out of focus. Okay. And Okay. everything will look like that. Oh my. I'm sorry for that. No. We are the administrators. We are the policy makers. We take pride in showing force, though intervention may make things worse. Oh, we are the administrators. We're consummate figures fakers. We say who gets hired and fired. The alt-left makes us really tired. We are the administrators. We're called the movers and shakers. Selling arms to Eastern sheiks is our idea of keeping peace. It's the coming of the solid state, when we'll all be together again, just like I can't remember when we'll have paradise on earth at last. It's the coming of the solid state. Instantaneous control's what it takes. No more dropouts to spoil the view. Our society will be so cute. It's the coming of the solid state, when morality follows interest rates. Making money's a right God-given. Here's to Calvin, is it Coolidge or ism? Tit for tat and tat for tit. Politics is made of this. You give me this, I'll give you that, and we'll both smile. Publicity's our strategy, and due to public memory, which lapses so conveniently, in a few years we can raise a family. No scandal's bad enough to flee. The United States is still all milk and honey to me. Good luck.
Donc je précise que les problèmes techniques font partie du film, de l'extrait du film que vous venez de voir. Je devrais peut-être pas le faire, je suis sûre que vous aviez compris l'effet comique. Mais j'en reparlerai, c'est une petite comédie que j'ai réalisée dans laquelle joue Martha. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand Martin Bettenot m'a proposé de réfléchir à une artiste de la collection Pinault, autour de laquelle je pourrais venir parler et réfléchir ce soir avec vous, dans ce bel auditorium, je n'ai pas hésité longtemps. J'ai tout de suite pensé à Martha Wilson pour tout un tas de raisons que je vais tâcher d'expliciter et de décrire ce soir, mais surtout parce que j'ai rencontré Martha et j'ai eu la chance de passer 2 mois avec elle en 2017 à la résidence Art Base de San Antonio, au Texas. Le 3e artiste invité avec moi et Martha, que vous pouvez voir sur cette photo souvenir, donc c'est Hyde, que vous voyez en haut, Hyde Fontenot. Un personnage aussi excentrique et fascinant que les Martha. J'aimerais beaucoup faire une conférence sur son travail un jour. J'avais donc beaucoup de chance. Et c'est notre ami Michael Smith, que vous pouvez voir ici, le génial performeur et artiste new-yorkais, que vous pouvez voir également ici, sur cette photo. Donc ça, c'est un de ses alter ego, Baby Icky. Et aussi dans le génial film qu'il a co-réalisé avec Mike Kelly, A Voyage of Growth and Discovery, qui entraîne Baby Icky à la découverte du célèbre festival Burning Man dans le Black Desert du Nevada. Donc je ne sais pas si vous voyez un peu ce qu'est le festival Burning Man. C'est un lieu d'émancipation hippie assez commercial en réalité, qui se promeut comme un moment de radical self-expression. Par conséquent, un bébé peut s'y trouver à son aise. Donc, je vais vous montrer des photos de... Alors là, c'est une autre image dans une autre performance à la Tate, me semble-t-il, de Baby Icky, assez récente. Et voilà, j'ai scanné le boîtier de mon DVD, donc du film réalisé par Mike Kelly et Michael Smith, où vous voyez aussi Baby Icky dans les différents spots du festival Burning Man. J'ai pensé aussi que ce serait intéressant que cette conférence, qui va être aussi un voyage dans les questions de technique et de technologie, de transmission, de diffusion et de pédagogie, qui ont été utilisées par des artistes de la génération de Martha et de Michael, que voilà, de montrer un boîtier DVD, ça pouvait aussi faire écho à ça, c'est-à-dire que c'est des techniques et des technologies récentes, mais déjà totalement dépassées. Donc voilà, j'ai eu une petite émotion à scanner mon boîtier DVD. Donc en effet, il se trouve que Martha Wilson et Michael Smith sont 2 artistes engagés dans les questions sociales et politiques de leur temps, profondément impliqués dans une réflexion sur le rôle de l'art dans la société, sur la démocratisation nécessaire de l'art, sur la vanité et le ridicule de l'art entendu comme une chose élitiste, privée, commerciale. N'ayons pas peur des grands mots, j'ai écrit sur mes notes. Oui, donc je disais des techniques et des technologies que ces 2 artistes, qui sont également de très proches amis depuis plus de 40 ans, ont manipulé et utilisé afin de donner sans relâche à l'art sa dimension sociale et politique. Donc leur travail utilise ces technologies qui permettent cette diffusion démocratique, mais aussi, en fait, ils convoquent des formes issues de la culture populaire, du divertissement, qui vont être l'imitation, la parodie, la chanson populaire ou de propagande, la publicité, etc., qui sont des formes qui sont elles aussi beaucoup sujettes aux changements et aux adaptations technologiques. Donc je vais essayer aussi un peu de parler de ça, mais vous allez voir, je vais parler de pas mal de choses et faire beaucoup de digressions. C'est donc Michael Smith qui nous a amenés à San Antonio. Il était commissaire invité de cette résidence à Art Base, qui le paniquait totalement. Il était tout à fait anxieux. Et par ailleurs, il nous a dit à Martha, Hyde et moi qu'il nous avait invités parce que notre travail lui faisait peur et l'angoissait énormément, notamment parce que nous sommes 3 artistes qui utilisent beaucoup leur corps, la nudité et différentes choses. En tout cas, ce qui caractérise ma rencontre avec Martha, c'est une situation assez classique de travail d'artiste, qui parfois voyage dans un pays ou un État qu'elle ne connaît pas. Un État, voilà, qui peut être le Texas, par exemple. Une artiste à laquelle on attribue un appartement et ou un atelier pour une durée déterminée. Donc ici, vous voyez Martha dans l'appartement qui m'a été attribué à la résidence Art Base San Antonio. Donc Martha au travail, en Donald Trump.
C'est pas très ressemblant, mais enfin bon, voilà. Et donc, cet artiste, en général, dans le cadre de ses résidences, va réaliser sur place ou pas, parfois on se contente de réfléchir, de nouvelles œuvres qui seront présentées ou pas à l'issue de la résidence. Donc là, vous pouvez voir que Martha a bien présenté une œuvre, en plus en compagnie du commissaire, c'est donc une preuve. C'est donc l'exposition de fin de résidence, et l'œuvre en question est Political Evolution, dont je vais parler un tout petit peu à la fin de cette conférence. Donc c'est une série d'images qui montre sa transformation progressive en... je ne vous dis pas encore qui. Pendant la résidence avec Heidi et Marfa, nous avons beaucoup voyagé dans tout l'État du Texas pour aller y donner des conférences. Là, je parle encore donc de travail d'artiste, dans les écoles d'art et universités prestigieuses qui se trouvent un peu partout dans l'État du Texas. C'est très fatigant, car le Texas est un État immense. Heureusement, nous avions un van, le van ArtPace San Antonio. Donc ici, vous pouvez voir Martha en train de monter, sur le point de monter dans le van ArtPace, qui devait nous accompagner donc à l'université Texas State, dans la ville de San Marcos, afin que nous présentions notre travail à un groupe d'étudiantes. C'était donc assez amusant de partir en tournée avec Martha Trump et Michael Smith. Donc ici, ils font une petite pause sur la route du retour, après un bon dîner dans un restaurant de la chaîne Taco Bell. Nous avons également passé quelques jours à Marfa, la ville où Donald Judd, le grand artiste minimaliste américain, a initié la Chinati Foundation et installé ses studios d'architecture et d'art dans une grande quantité de bâtiments de la ville. Je ne vais pas tous les énumérer, à la fin des années 70. Et ces lieux constituent aujourd'hui une attraction touristique et intellectuelle importante dans la ville de Marfa d'aujourd'hui. Voici une image d'un article qui en dit long sur le sujet. Alors, je vais traduire, mais je suppose que... Alors, ma traduction. L'art devient une marchandise à une allure surprenante, ou comment Marfa est passé de la retraite anti-commerciale de Donald Judd au statut de mec du minimalisme de luxe. Je m'excuse donc pour les approximations de la traduction. Simplement, je voulais souligner que tout ce qu'a fait Donald Judd est conservé à Marfa avec énormément de solennité et de minutie. Donc, sa mort n'était pas prévue. Enfin, ça paraît toujours un petit peu bizarre de dire ça, mais il se trouve que beaucoup de choses sont restées dans l'état dans lequel il les a laissées sans se douter qu'il allait mourir. Donc, sans prévoir comment il souhaitait que son travail soit montré voilà, après sa mort. Cet exil de Donald Judd à Marfa, donc pas cet exil après sa mort, cet exil avant sa mort, et sa relative mainmise sur l'immobilier dans cette petite ville du Texas, donc lorsqu'il arrive à la fin des années 70, il n'en a certainement pas eu conscience à l'époque. En tout cas, il n'a sans doute pas pu se douter des effets à long terme de sa relocalisation, et donc de sa refonte intellectuelle de lui-même en tant qu'artiste, comme figure qui quitte New York et s'installe dans cette toute petite ville. C'est donc un phénomène que je trouve assez intéressant. Si on compare avec ce que fait Martha Wilson, à peu près exactement au même moment, elle s'installe au contraire à New York et elle y fonde un lieu qui sera absolument crucial pour la scène artistique de cette ville et d'ailleurs pour d'autres artistes partout aux États-Unis, et dans des contextes politiques qui vont être très difficiles et pas toujours favorables aux artistes. Donc ceux des années 80 et 90, avec l'arrivée de Reagan, puis Bush, et leur regard, disons, j'ai écrit particulier, sur la culture et la production culturelle. Donc je vais reparler de ce lieu, Franklin Furnace, et de comment il se sera agi pour Marfa et les personnes qui se sont occupées du lieu à un moment donné, au milieu des années 90, pour échapper à l'emprise immobilière, spéculative, capitaliste qui fait rage à New York à ce moment-là. Quelle stratégie ces personnes donc, qui s'occupent de Franklin Furnace, Marsa principalement, mais beaucoup de personnes autour d'elle, vont trouver pour s'émanciper de cette pression économique. Et donc avec elle, toute une partie de la production artistique de leur temps. Comment échapper en effet en tant qu'artiste à la pression financière exercée par le marché aussi bien immobilier et artistique sur la liberté de création. Mais là, bon, je digresse encore parce que là je vais un petit peu trop vite, je fais de la politique.
En tout cas, à Marfa, moi, j'ai tourné un film avec mes étudiantes. C'est donc une comédie, une parodie sur la gentrification engendrée dans cette petite ville, située pas loin du Mexique, par le tourisme, je me répète, généré par les lieux artistiques et mémoriels autour de Donald Judd et de la Chinati Foundation. Dans ce contexte, j'ai organisé un séminaire assez étrange. Donc, je vais vous montrer des images. Voilà. Bon, vous avez déjà vu un peu en vidéo. Voilà. On voit Martha avec une très belle chemise à fleurs. Donc, c'est étrange simplement parce qu'il faisait très chaud et qu'il n'y avait pas de pupitre, de table comme j'ai là, ni de micro, ni d'écran de projection. Et que c'était assez hostile, en fait, comme environnement, bien que très beau. Donc, Hyde Fontenot faisait partie des conférenciers, conférencières, ainsi que Michael Smith et Martha. Et donc, dans ce contexte, Martha a chanté et refait une de ses œuvres iconiques des années 90, que je vais vous montrer un petit peu après. Et peut-être certaines et certains d'entre vous ont vu sa performance au Centre Pompidou, il me semble, il y a 2 semaines, des Songs. Donc, c'est quelque chose qu'elle fait de manière récurrente. Et j'ai pensé souvent dépendante, évidemment, des contextes politiques, mais finalement, les contextes politiques étant assez difficiles parfois à définir ou fragmenter ou séparer, puisque certaines logiques peuvent être convergentes, quel que soit le pouvoir en place, on va dire. Donc, elle est faite très régulièrement. Et je vous montrerai la version originale, si tant est que c'en est une, parce que c'est peut-être possible que ça soit pas une version originale. Alors, une petite parenthèse, j'ai écrit ça là. Cette conférence est très mal construite. Elle part dans tous les sens et j'ai une explication à ça, mais je ne peux pas vous la donner tout de suite. Enfin bon, donc ce que je voulais dire, surtout en parlant du travail, de la résidence, des voyages, c'est que tout ça, donc faire des résidences, des films, organiser des séminaires au milieu du désert, sans micro, sans écran de projection, sans table ni chaise pour les intervenantes, voyager en van, donner des conférences, rencontrer des artistes aussi bons et intéressants que Martha Wilson, Hyde Fontenot, Michael Smith, aussi riches d'une histoire absolument incroyable et enthousiasmante, c'est du travail. Et c'est de ça donc que j'aimerais parler, c'est de travail, le travail de l'art, comme on dit. Donc dans la bouche de certaines personnes, je trouve que c'est très pompeux, ce terme-là, c'est assez lourdingue, on va dire. Et dans d'autres bouches, c'est plus heureux et plus intéressant. Essayons donc de rester sur la seconde option. Car je vois vraiment Martha comme une travailleuse, comme ce qu'on appelle aujourd'hui une travailleuse de l'art. Ce terme est apparu il n'y a pas très longtemps dans nos bouches, en tout cas dans nos bouches françaises, mais on disait art worker depuis très longtemps aux États-Unis, notamment depuis la création de la Art Workers Coalition en 1969. Voici un tract des Art Workers. La Art Workers Coalition est née dans le contexte de la guerre menée par les États-Unis au Vietnam et elle a donné lieu à des mouvements d'occupation. Là, par exemple, je peux vous montrer l'artiste Faith Ringgold. Donc ça, c'est un piquet de grève devant le Whitney Museum en 1969. Le MoMA et d'autres institutions new-yorkaises et un peu partout aux États-Unis, je crois que c'était surtout à New York, avaient été visées donc par toutes ces revendications et ces manifestations. Les demandes de la Art Workers Coalition concernaient, je vous montre, c'est en anglais, mais je vais décrire un tout petit peu, une représentation plus juste et équitable des artistes de couleur et des femmes, alors massivement absents des expositions et des collections des musées, de ces musées, et des musées en général, mais aussi la mise en place d'une économie plus juste avec des salaires équitables, donc c'est-à-dire qui ne sont pas dépendants du marché, notamment générés par les artistes ou pas. Également un droit de retrait par les artistes de leurs œuvres appartenant à une collection publique ou privée lorsque le contexte de l'exposition ne leur convenait pas. Donc comme c'est un moment en effet de grande réflexion et de grande prise de position publique, politique par les artistes, pas tous, mais quand même une bonne partie des artistes, il semblait aussi très important que leurs œuvres puissent être retirées de lieux avec la politique desquels ils n'étaient pas en accord. Je vous montre ça parce que c'est assez important quand même que ces choses aient été écrites. Martha Wilson, je pense, n'a pas pris part à ça. À cette époque, donc en 1969, elle est dans l'Ohio. Et voilà une image de Martha en working girl. Donc je parlais de la travailleuse et je parlais des travailleuses de l'art.
Voilà. Ça, c'est extrait de A Portfolio of Models. Donc, c'est de 1974, me semble-t-il. C'est une œuvre qui est exposée à la Bourse de commerce. Comme toute la série du Portfolio of Models. Je pense que je ne vais pas les présenter absolument toutes les images, mais une partie. À côté des œuvres de Michel Journiac, 24 heures de la vie d'une femme ordinaire, qui mettent également en scène, donc Journiac, ce que j'appelle la féminité injonctionnelle, c'est-à-dire produite par des injonctions sociales et morales. Mais il serait plus juste de dire la féminité injonctée, c'est-à-dire produite par des injonctions sociales et morales, et qui du coup est une féminité qui peut disjoncter ou faire disjoncter, et donc échapper aux injonctions sociales et morales. Cette photographie a été produite durant ce qu'on pourrait appeler la période conceptuelle de Martha, la période durant laquelle elle réalise ses tout premiers travaux artistiques, et cette période, du tout début des années 70, elle la passe en compagnie de son ami Richard Jordan. Elle quitte l'Ohio avec lui pour aller vivre à Halifax au Canada. Donc ça aussi, c'était un geste de protestation contre les agissements des États-Unis au Vietnam. À cette époque, énormément de jeunes Américains sont partis vivre au Canada puisqu'ils étaient en très profond désaccord avec la politique américaine. Jordan était étudiant en art, en master au Nova Scotia College of Art and Design, et Martha était étudiante en littérature en PhD. Elle a dû quitter assez rapidement ce PhD puisqu'elle était en désaccord avec son superviseur, je ne sais pas trop si on dirait ça en français, c'est un anglicisme, qui trouvait que Martha, qui faisait une thèse sur Henry James et qui voulait en fait représenter la manière dont Henry James avait... Je ne suis pas une spécialiste d'Henry James, donc ça va être très difficile pour moi. Je ne vais pas expliquer la thèse de Martha, voilà, laissons-la de côté. Mais en tout cas, son superviseur a trouvé qu'elle faisait plutôt de l'art visuel que de la littérature. Donc Martha quitte le PhD et trouve un job de professeur d'anglais dans l'école d'art, donc au Nova Scotia College of Art and Design, où son copain était étudiant en master. J'ai choisi de ne pas beaucoup parler de cette période du travail de Martha, des Halifax Years ce soir. D'une part parce que je vous encourage à aller voir l'excellente exposition montée par Marcella Lista avec Martha Wilson au Centre Pompidou et qui concerne vraiment la production artistique de Martha de ces années. Que cette exposition a donné lieu à plusieurs conférences que je suis certaine que vous avez toutes et tous vues et qui étaient elles aussi très bien montées et parfaites. D'autre part, il y a le fait que le travail de Martha est souvent plus connu et appréhendé, du moins, disons, à l'extérieur de New York et peut-être des États-Unis, puisque là-bas, elle est vraiment considérée comme une des personnes les plus importantes dans la construction d'une scène d'avant-garde durant toutes les années 70, 80, 90 et encore aujourd'hui. Donc oui, en dehors de New York, où elle est active, je veux dire, elle est en conversation, en dialogue, elle rencontre des gens, elle invite des artistes, etc. Je vais en parler. Elle est connue surtout à travers sa production de ces années-là et quand même d'autres images et d'autres choses, mais pas très bien. Donc paradoxalement, elle est connue pour ça et en même temps, comme pour beaucoup de femmes artistes de sa génération et d'autres générations, son travail est aussi largement méconnu. Comme l'écrit l'historienne de l'art Jane Ward dans le catalogue de l'exposition Martha Wilson Staging the Self, alors vous verrez, des fois je dis Martha, des fois je dis Martha et des fois je dis Marfa, mais ça c'est pas bien. Donc cette expo a eu lieu en 2011 à la Dalhousie Art Gallery du Nova Scotia College à Halifax. Voici ce qu'elle dit. Le travail de Martha Wilson a été inclus dans de nombreuses expositions et ouvrages importants dédiés à la production artistique des femmes depuis une perspective féministe. À commencer par l'anthologie, c'est mieux, non, comme ça, de Lucy Lippard, From the Center, Feminist Essays on Women's Art. Lippard avait rencontré Wilson en 1973 à Halifax, alors que celle-ci expérimentait autour de questions liées au genre, à la sexualité, à la perception de la race, à l'analyse et à la critique des stéréotypes et assignations dont étaient victimes les femmes dans l'ordre social hétérosexuel. Le travail de Martha Wilson fait l'objet de références dans de nombreux textes et travaux de chercheuses et chercheuses, mais il n'en est pas pour autant beaucoup montré ou connu. Alors, la suite de la série, voilà. Donc, The Housewife, The Goddess, The Professional, The Earth Mother, The Lesbian, alors, il y a une autre série que je trouve assez intéressante,
là, vous avez déjà vu cette série de toute façon ici dans l'exposition. Ça s'appelle Posturing. Donc Posturing met en scène des personnages qui viennent troubler, trafiquer, défaire, contrarier les stéréotypes de genre. Et pour ma part, je suis assez amoureuse de Marsa sur cette image, Posturing Male Impersonator, Butch. Donc regardez, là, on la voit bien aussi. Voilà. Et il y a une autre image que j'ai choisie de cette série, je ne vais pas vous faire toute la série, qui s'appelle Posturing Drag, qui complique un peu les questions de genre et donc de ce qu'on appelle la performativité du genre, et dans laquelle Martha pose en homme en drague. Donc elle crée une espèce de boucle drague, finalement assez simple, hein, de femmes qui posent en hommes, qui posent en femmes. Donc il faut penser aussi qu'à ce moment-là, il y a d'autres artistes qui font des choses similaires et en même temps, chacune d'entre elles le fait dans un cadre qui est très spécifique à l'endroit où elle vit, à son identité, à sa construction politique. Moi, je pense évidemment à une série de Adrian Piper qui s'appelle The Mythic Being. Et dans ses performances, Piper performe en fait ce qui serait une perception. La perception qu'une certaine... Je vous montre un peu toutes les images peut-être parce que ce sera plus compréhensible. Et je reviens là. La perception qu'une certaine partie de la population à New York a des hommes noirs dans l'espace public qui relèvent d'un imaginaire xénophobe, raciste et paranoïaque. Donc, non seulement elle s'habille en homme, Adrian Piper est une artiste afro-américaine à la peau très claire, donc qui a fait beaucoup d'œuvres là-dessus, sur le passing et sur le fait que les gens n'ont pas toujours la perception qu'elle est une femme noire. Et elle a beaucoup travaillé autour de ces questions-là, avec, un peu comme Martha, des méthodes très conceptuelles, hein, c'est-à-dire texte, image, un texte comme ça très simple, très laconique, assez froid, etc. Donc elle fabrique, Adrian Piper, un personnage d'homme noir politisé, c'est-à-dire qui porte des attributs d'un engagement politique, sexualisé, nonchalant, arborant une coiffure afro comme un signe de fierté noire, d'affirmation politique. Cet homme noir, donc, qui habite un imaginaire blanc, perturbé par les mouvements d'autodéfense, par exemple, de la fin des années 60, comme le mouvement des Black Panthers, ou les mouvements d'émancipation, d'affirmation, comme le Black Power. Donc, en ce sens-là, je trouve intéressant qu'elles font ça au même moment, mais ce ne sont pas les seuls, bien sûr, qui travaillent ces questions d'identité, de performativité du genre, de la sexualité et de la race, en l'occurrence, pour Piper, en tout cas. Oui. Alors, on va sortir un peu de là. Je vois un autre point commun entre Wilson et Piper, suspense, hein. C'est leur relation particulière au monde de l'art. C'est-à-dire qu'à la fois, elles sont des impostoreuses, des impostrices, des imposteuses, des imposteurs, et des personnes qui manifestent une relation critique, pardon hein, pour le micro, au milieu de l'art, et à la fois un désir d'appartenance et aussi un désir de manifester sa différence et une certaine distance, et une distance critique. Donc en fait, c'est un peu des emmerdeuses, on va dire. Les deux, d'ailleurs, ont poursuivi des cursus doubles. Piper a étudié l'art et la philosophie. Donc l'art, je crois qu'elle obtient un diplôme en 69. Elle fait ensuite des études de philo, qu'elle reprend aussi beaucoup plus tard au cours de sa carrière d'artiste, entre guillemets. Et pendant les mêmes années, Wilson, elle, étudie la littérature et l'art. Alors elle n'est jamais officiellement inscrite dans une école d'art, mais en fait, elle squatte les études de son petit ami, en quelque sorte. Et puis, elle a ce travail, en fait, elle enseigne dans cette école d'art. Donc, et je pense que cette position est très particulière. Je pense qu'elle était relativement isolée, en fait, à l'époque où elle a initié toutes ces propositions conceptuelles des années 70, qui associent donc texte, image, selon une orthodoxie comme ça, très art conceptuelle, hein, je vous en ai un petit peu parlé. Elle a toujours un rapport assez ironique, distancié, donc dans la manière dont elle légende les images, etc. Ce style très sociologique aussi, très froid, un peu sibyllin. Et donc, elle manifeste quand même qu'elle n'appartient pas tout à fait au même milieu que son petit ami Richard Jordan. Elle a évidemment beaucoup utilisé son petit ami pour prendre ses images. C'est ce qu'elle m'a raconté quand j'ai visité l'exposition au Centre Pompidou.
C'est lui, en fait, qui prenait les photographies, qui faisait les films, mais selon des instructions extrêmement précises qu'elle lui donnait, bien sûr. Et par contre, son travail, en fait, elle le montre peu. Et je pense que c'est aussi important, c'est-à-dire que même Piper, qui elle, donc Martha m'a expliqué qu'elle faisait tout dans des espaces clos, sans public. En ce qui concerne Piper, le Mythic Being, par exemple, c'est une œuvre qu'elle développe dans l'espace public. Pour autant, ce n'est pas un public d'art contemporain, ce n'est pas un public qui a été convoqué pour venir les voir faire ces performances. Donc l'enregistrement, la trace, etc. Vous avez vu, Piper fait ces espèces de dessins avec du texte aussi, enfin de retouches d'images. Voilà. Et il y a une sorte de montage de texte aussi qui produit une sorte d'écriture de monologue intérieur, mais qui n'est pas vraiment non plus un monologue intérieur, on pourrait dire un monologue en drague, mais là, j'ai pas compris pourquoi j'ai écrit ça. Bon. En tout cas, les deux vont chercher à s'adresser au monde de l'art de façon assez ambiguë. Et là, je vais vous montrer une vidéo de Martha qui est assez drôle. Alors, je quitte le... Voilà. Oui, donc la technique, toujours, c'est le petit bruit que vous entendez, ça fait partie de ça. Son petit ami, donc. Voilà, donc vous avez compris, elle mange la photographie de son petit ami dans une... Non, ça marche pas. Qu'est-ce que je fais ? Hop. Oui. Oui, donc dans une tentative de rétablir les rapports de pouvoir entre eux. Et là, hop, hop... C'est donc encore Adrienne Piper. Donc ça, c'est une œuvre que je présente assez fréquemment quand je fais des conférences. Je crois qu'elle me rassure. Ça s'appelle Untitled at Max Kansas City. C'est une performance de 1971. Je crois que Art Sucks est de 1972. Et donc, c'est une des toutes premières œuvres de Piper, comme Art Sucks est une des toutes premières œuvres de Martha. Dans laquelle, en fait, elle se promène dans ce bar, le Max Kansas City, qui était très prisé de la scène artistique de New York de l'époque. Andy Warhol, je crois, s'y rendait, par exemple. Les yeux recouverts d'un masque et les mains gantées de cuir noir. Et elle cherche, à travers ce geste, elle dit, à s'isoler du contexte social de l'art et à ne subir aucune influence. Mais évidemment, elle impose aussi une présence qui est une forme de défiance, que je trouve très intéressante. Et je crois que oui, ce sont deux œuvres par lesquelles elles écrivent en fait en quelque sorte un manifeste de la relation qu'elles vont construire au monde de l'art, à la production artistique de leur époque. Comment est-ce qu'elles vont se positionner en tant que femmes artistes et en tant que voilà, comment elles vont occuper à la fois une distance et en même temps une appartenance et naviguer entre ces deux espaces. Donc je vous montre les autres images de Adrienne se promenant dans ce bar. Mais revenons-en à Martha Wilson. Alors, ce qui m'est apparu en préparant cette conférence, c'est que donc Martha ne s'est pas contentée en fait de trafiquer le genre, les stéréotypes, la sexualité, les canons de beauté. Disons, Martha est beaucoup sur la question de la norme, de ce que doit être une femme dans l'Amérique du Nord des années 70.
Mais je pense aussi qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle bouleverse la normativité de l'artiste. Et c'est ce qui va être très perceptible dans, disons, les choses que je vais vous montrer là maintenant, et qui vont suivre en fait un peu son départ d'Halifax. Donc d'ailleurs, finalement, où elle va se retrouver à être beaucoup moins isolée, je ne sais pas si on peut dire se retrouver à être beaucoup moins isolée, mais en tout cas, elle va se désisoler. Donc c'est son installation à New York dans la seconde moitié des années 70. À travers ces différentes implications et engagements, Martha perturbe en fait les attentes, les catégories, les réflexes petits bourgeois, conventionnels et normatifs associés à l'art, et surtout à la figure de l'artiste, c'est-à-dire les occupations, les aspirations, la carrière d'un artiste ou d'une artiste. Martha introduit quelque chose, c'est un peu cliché encore une fois, mais que j'appellerais le trouble dans l'artiste. Comme on parle de trouble dans le genre, ben moi je pense qu'elle fait du trouble dans l'artiste. Et moi, le trouble dans l'artiste, ça me parle beaucoup. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure donc, que cette conférence était un peu mal ordonnée ou construite. C'est que, hormis le fait qu'il y a mes propres incompétences, évidemment, je ne suis pas une théoricienne, je ne suis pas une historienne, je ne suis même pas une diaporameuse. Mais en fait, moi, je serais plutôt, je sais pas, une anecdoteuse ou une agenceuse. Mais la question ici, c'est que Martha ne va jamais se laisser réduire à une facette, à une catégorie, et au contraire, en fait, elle va multiplier les statuts, les activités, elle va les empiler, les réitérer, les superposer, et donc défaire un peu les attentes qu'on peut avoir au sujet de l'art, de la production artistique, et de qu'est-ce que fait un artiste dans sa vie quotidienne, dans sa vie à l'atelier, qu'est-ce que c'est que l'atelier, qu'est-ce que c'est qu'une production artistique, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art. Donc, ce sont des choses comme ça qu'elle fait finalement après. Là, c'est une photo justement d'un groupe qu'elle monte, un groupe de punk, en 78, il me semble, qui s'appelle Disband. Donc elle est avec d'autres amies artistes, hein, elles sont plusieurs, elles sont 8 ou 9. Il y a Barbara Hess notamment, Barbara Kruger, Diane Torr, et donc elles vont faire pas mal de performances durant lesquelles justement elles déjouent aussi un peu les attentes de ce que pourrait être un groupe de filles. Il y en a très peu hein, quand même à cette période, mais il y en a. Elles vont chanter, parler, taper des pieds, jouer du carillon avec leurs seins. Les instruments donc ont été listés rétrospectivement par Martha. Donc c'est des sacs en plastique, des journaux, des marteaux, des draps, des cloches. Ça j'ai pas très bien compris, mais je crois des emballages plastiques de poulet tout cuit. Elles ont joué dans plusieurs clubs new-yorkais, mais aussi dans des musées américains comme PS1, Kitchen, le musée Le Mac de Chicago. Elles sont parties en tournée avec Laurie Anderson, Paul McCarthy, Chris Burden en Italie. Je vais vous faire écouter un peu Disband. Donc, je vais vous faire écouter 2 morceaux. Peut-être à la fin, je vous ferai écouter aussi quelque chose. Ou peut-être non, je vous fais écouter tout de suite la fin, en fait. C'est mieux. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve déjà, vous allez voir, des choses que fait Martha encore aujourd'hui. Donc, ce qui est aussi une chose que je trouve intrigante, c'est que Martha fait beaucoup de choses différentes, mais elle les fait pendant extrêmement longtemps. Elle les répète et elle les change de contexte et elle les recontextualise, comme on dit. Et voilà, mais je vais vous montrer. Alors peut-être je commence justement par The End. Extrêmement bonne qualité, hein, la vidéo, là, vous allez voir. The end of boredom, the end of movies, the end of fashion and the end of art, the end of sunglasses, the end of life as TV, the end of guns and how much fun they are, the end of Donna Reed and Beaver Cleaver, the end of dissonance, the end of mimesis, the end of my career and yours. The end of my career and yours. And semiotic journals, the end of articles, the end of gigs,
The end of mentions and the end of earrings, the end of my love life. The end of money, the end of profit, the end of master charge and private property, the end of living quarters, end of running water, end of our hygiene, the end of death. Forget about the ambulance, the end of doctors and the end of time, the end of intravenous, end of hope between us, end of my love life. You'll learn all about America's obsession with time capsules, the curious effects of space travel on the human system. Vous avez compris les paroles, je pense, hein, la fin de l'argent, la fin de la propriété privée, la fin de ma carrière et de la tienne. Je vous passe un autre... Un dernier.
Le début du concert. Oui, donc parce que je trouve assez amusant en fait. Donc le groupe aura une existence de 4 années, de 78 à 82, qui est quand même un moment. Oh, le diaporama, juste ma surprise. Où le punk à New York est très important. Bon, beaucoup des groupes quand même assez dominés, disons, par une scène masculine. Mais alors, ça devrait marcher comme ça. Et qu'en fait, elles affirment qu'elles ont un groupe de punk. Elles font quand même à pas mal autre chose, mais après tout ça aussi, c'est très punk, j'ai l'impression. Mais alors, le diaporama, il veut pas. Hein. Comment je vais faire? Alors, je fais ça. Tac. Non, c'est bon. Est-ce que ça va marcher? On va voir. Moi aussi, je fais un show à la Martha Wilson. Non, et oui, en fait, il y a presque une idée de pastiche. Le fait qu'elles arrivent quand même à faire une tournée, donc elles vont jouer à Florence, à Rome, enfin, je sais pas où en Italie, qu'elles partent quand même avec des art stars quand même de l'époque, même si c'est des artistes aussi. Michael est quand même aussi dans les tout débuts de sa carrière, mais voilà, je trouve ça assez drôle. Et c'est un projet évidemment collectif, mais c'est aussi, on reconnaît tout à fait la touche, en tout cas la façon de procéder, disons, de Martha. Ce qui est très important, c'est Franklin Furnace. Donc, Franklin Furnace, je vais peut-être le définir au fur et à mesure plutôt que tout de suite, parce que ce serait très ennuyeux. Donc, Martha fonde Franklin Furnace à New York en 1976. Je vais vous lire un peu les missions de Franklin Furnace, qui n'étaient peut-être pas les missions telles qu'elle les a décrites à l'origine, parce que, en tout cas, ce texte est très intéressant. La mission de Franklin Furnace est de présenter, conserver, interpréter, protéger, diffuser et défendre l'art d'avant-garde, tout particulièrement les formes artistiques qui pourraient être vulnérables, soit en raison d'une négligence de l'institution, soit en raison de préjugés et d'a priori culturels, soit en raison de leur nature éphémère, fragile, précaire, ou encore en raison de leur contenu politique impopulaire ou sujet à des interprétations erronées. Franklin Furnace s'engage à fournir aux artistes des espaces virtuels et physiques pour la présentation d'œuvres d'art de nature temporelle ou basées sur l'expérience de la durée. Ceci comprend aussi les publications et livres d'artistes, l'installation, la performance et toute forme d'art d'avant-garde encore non répertoriée. Franklin Furnace s'engage à entreprendre toutes les activités nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Franklin Furnace s'engage à se mettre au service des jeunes artistes et artistes émergentes et à assumer une position pédagogique et agressive quant à l'importance et la valeur de l'art d'avant-garde dans la vie en général. Franklin Furnace s'engage à nourrir et à encourager la motivation des artistes à diffuser leurs idées. Et donc, ce qui m'intéresse aussi là, bien sûr, je vais aussi parler de certains projets, c'est comment Martha réunit ces deux activités, finalement son activité de production d'images, d'œuvres conceptuelles, son activité avec Disbound par exemple, et
Franklin Furnace. Donc dans ce catalogue, c'est extrêmement visible. J'aime bien comment il a été fait, puisqu'il y a deux sens. Il y a un sens Franklin Furnace, un sens Martha Wilson. Ben voilà, j'en ai encore fait une quatrième, Maria maintenant. Donc j'en ai parlé un petit peu de cette exposition donc, qui a eu lieu il y a 10 ans à la Dalhousie Gallery de Halifax. Martha donc, a mis en scène un peu, elle a travaillé sur le catalogue, elle a mis en scène son engagement auprès du travail d'autres artistes, mais aussi son engagement, elle l'a mis en scène graphiquement en regroupant, d'abord en incluant dans son exposition des documents sur son activité à Franklin Furnace et sur les productions artistiques d'autres artistes. Et là, elle met aussi en scène un peu son engagement auprès du public, parce que je vais vous montrer un peu comment le catalogue est fait, et ça rejoint un peu la manière aussi dont Franklin Furnace travaille, notamment sur l'archivage. Et puis, elle met en scène aussi sa défense politique de la liberté de créer, de choquer, de s'opposer aux politiques gouvernementales injustes et excluantes, de les dénoncer. Donc ces deux parties du livre sont assez importantes, et l'exposition donc rétrospective du travail de Martha, donc qui couvre sa production artistique, disons de Halifax Years et aussi des années 80 et un petit peu 90, va venir rejoindre en fait son activité au sein de Franklin Furnace. Donc elle va choisir en fait 30 projets emblématiques de 1976 à 2006, bien que l'exposition ait lieu en 2011. Et les présenter, revenir dessus, et aussi avoir toute une production écrite, c'est-à-dire c'est elle qui écrit sur ses projets. Je vous montre un peu, donc j'ai fait des photos du livre pour que ça soit un peu plus perceptible, en fait, cette double chose. Et je vais revenir un petit peu dessus. Je ne sais pas si vous pouvez le lire. Oui, je pense. Donc on voit là, évidemment, tous les projets qu'elle décrit. D'ailleurs, William Wegman, elle n'écrit rien. D'autres projets, elle se charge un peu de les expliciter, et c'est aussi une espèce de journal, évidemment, de sa vie au cours de ces années. Voilà, bon, on voit quand même Vito Acconci, Anna Mendieta, Ted Ching-sieh. Je vais vous parler du projet avec Annie Sprinkle, peut-être un petit peu. Voilà, Arthur Lindsay, enfin, Karen Finlay, William Popple, Shirin Neshat, Nicolas Eisenman. Bon, c'est quand même toutes et tous des artistes qui sont très importants aussi aujourd'hui. Voilà. Andrea Poli. Bon, bref, vous savez lire. Ça va un peu vite, pardon. Et voilà, ça c'est le tout dernier projet. Je vous montre un peu dans le livre aussi comment elle a organisé ça. Et je vais revenir un peu en arrière, parce que c'est important, évidemment. Voilà, alors ça, on y reviendra après. Donc, je vais revenir je vais naviguer un peu comme ça. Et évidemment, ça, c'est une minuscule portion de ce que représente en fait Franklin Furnace du point de vue justement du soin et de l'effort d'exhaustivité apporté à l'archivage des projets soutenus, produits ou présentés par Franklin Furnace, par cette organisation. Donc, la plupart des formes en fait qui vont être montrées par Franklin Furnace, donc sous l'impulsion de Martha quand même, se définissent précisément par leur éphéméralité, leur fragilité, leur précarité, et aussi, enfin leur précarité au sens de, oui, leur fragilité, leur impermanence, etc. Et aussi leur complexité. Pour pas mal d'entre eux, c'est pour ça que le récit va être extrêmement important. Bon, pour une pièce, par exemple, de Ted Ching-sieh qui se développe sur une année entière, il y a une notion du récit qui va devenir très importante. C'est pourquoi conserver le plus minutieusement possible toutes les archives et documents qui permettent une transmission de ces formes est capital. Parce que ces images et ces récits, ces enregistrements constituent justement le capital immatériel de nombre d'artistes qui ne produisent pas d'objets ou dont les œuvres résistent à leur intégration par le marché, que ce soit dans des collections privées ou publiques, et dont le travail peut mettre de très longues années avant d'être compris, montré, digéré par le public et l'institution. Donc ça, c'est aussi un des rôles de Franklin Furnace. Peut-être, je peux vous parler d'un ou deux projets rapidement, donc toujours avec mes traductions un peu évasives, mais juste aussi pour donner une idée du contexte. Alors moi, je vois rien sur l'écran, vous voyez, mais moi, je vois pas, du coup, je vais prendre mon livre. Non, oui, pas dans le bon sens. Voilà. Par exemple,
un projet qui va être très important parce que Franklin Furness va être attaqué à ce sujet-là. C'est le projet de candidat royal Annie Sprinkle, Veronica Vera, Jennifer Miller. Alors, je vais essayer de vous mettre sur la même page que moi. Voilà, là. Oui, mais il y en a deux. Bon, ben, vous prenez l'année 84. Durant les années 80, les artistes d'avant-garde ont perdu leur place en tant que darlings de la culture américaine, qui étaient autorisés à expérimenter de façon ouverte, libre, sauvage. Peu à peu, l'administration de Donald Reagan et les groupes conservateurs religieux ont implémenté l'idée que les artistes étaient des sortes de virus qui dévoraient at the health of the body politique, je suis pas très bien sûre qui ruinaient la santé du corps dans l'espace politique ou de la politique des corps. Je ne sais pas si vous pouvez faire votre propre traduction, bien sûr. En 1984, Franklin Furness a montré Carnival Knowledge, donc qui a été curaté, je n'aime pas, commissarié par 9 femmes artistes et activistes qui ont demandé et qui ont posé la question s'il pouvait exister une telle chose qu'une pornographie féministe ou une pornographie qui ne dénigrerait pas les femmes ou les enfants, les adolescents, etc. Carnival Knowledge donc était une performance. Le collectif féministe de performance a invité Annie Sprinkle. Annie Sprinkle est une star du porno. Voilà, et il y avait aussi les membres de son support group, de son groupe de soutien, Club 90. Donc elles ont été invitées à participer à un événement en janvier à Franklin Furness. La photographe Donna Anne McAdam, qui avait photographié la publicité Feminists and Porn Stars dans un loft de Broadway, a suggéré que les participantes posent seins nus avec des signes qui les identifiaient soit comme féministes, soit comme porn stars. Mais évidemment, beaucoup ont échangé donc ces signes. Et les féministes sont devenues des porn stars et les porn stars des féministes. Cette publicité donc a été largement reproduite dans des publications depuis Hustler Magazine, vous voyez ce que c'est, jusqu'à Village Voice. La performance elle-même, qui s'intitulait profondément à l'intérieur des stars du porno. Il y avait aussi du thé et des gâteaux. Et elle cherchait à rappeler au public que les travailleuses du sexe et les travailleurs du sexe, donc en l'occurrence les travailleuses du sexe, sont des mères, des filles, des épouses, des femmes, tout comme leurs amis féministes ou leurs ennemis féministes. Puisque donc c'est quand même dans le contexte de discussions très importantes aux États-Unis qui vont opposer, disons, les féministes pro-sexe et les féministes abolitionnistes de la pornographie, comme par exemple Andrea Dworkin, dont par ailleurs j'aime beaucoup le travail littéraire. Voilà, et c'est pendant cet événement que Annie Sprinkle, bon, on dit porn star, mais en tout cas, Annie Sprinkle a toujours été une porn star très expérimentale, très activiste et très engagée, qui a réalisé des films avec des personnes qui n'appartiennent pas au canon du genre pornographique, donc des personnes en situation de handicap. Et c'est toujours très drôle. Et elle a fait des films porno aussi avec des sirènes, donc ça c'est encore mieux, j'adore. Mais ça c'est un autre sujet. Donc elle a changé son identité de porn star à artiste performeuse ou performance artiste. Voilà. Bon. Après Carnival Knowledge, qui a fermé à la fin du mois de janvier, le groupe Morality Action, ou le comité Action Morale, je traduis parce que c'est intéressant pour en avoir un, nous aussi, a lancé une action en écrivant des cartes postales à des élus et des lettres à Franklin Furness, disant que Franklin Furness, donc là elle dit oui, donc vous voyez c'est là où Martha
raconte cette histoire. En fait, c'est elle qui dit oui, c'est elle, et c'est eux, c'est elle. Claiming that we had shown pornography to 500 children per day. Donc, ils ont raconté que 500 enfants par jour avaient été exposés à de la pornographie dans le cadre de cette manifestation artistique. Le résultat fut le début de ce qu'on appelle les culture wars aux États-Unis pendant toute cette période. Voilà. Bon, c'est une des. Je vais juste vous décrire un autre projet. Excusez-moi si c'est un tout petit peu laborieux la traduction en live. Il est assez court. Alors hop. Ah bah oui, là en plus je vous avais pas mis sur la bonne page. Hein. Vous n'avez pas pu faire votre propre traduction, désolé. Voilà. Nicole Eisenman en 1992. Parce que c'est aussi intéressant comme temporalité, de 84 à 92. En 92, les Culture Wars ont amené finalement Franklin Furness à sa chute, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais un petit peu. Nous avons été le sujet d'enquête par le General Accounting Office, le bureau des comptes généraux, et nous avons eu un audit du comptroller de New York State, donc du contrôleur de l'État de New York, pendant l'été 90. Et encore plus débile, de 85 à 1995, la division du National Endowment for the Arts, donc je vais expliquer un petit peu après de quoi il s'agit, nous a demandé de rembourser des fonds perçus, donc des subventions qui avaient été perçues par Franklin Furness. Là, je traduis vraiment. Ce qui voulait dire que, en fait, nous prêtions aux États-Unis de l'argent. J'aime bien le retournement. By incurring the costs of funded programs, donc en remboursant les coûts de programmes qui en fait avaient été subventionnés. Then submitting copies of checks stapled to invoices, Bon, ça c'est tout l'histoire du conflit avec le National Endowment for the Arts. J'ai donc dû engager une personne dont le job était en fait de répondre à ces demandes comptables et administratives. Quoi qu'il en soit, pendant cette période horrible, notre panel, donc le board, enfin le groupe de sélection, a choisi une proposition artistique de l'artiste Nicole Eisenman et de la travailleuse du sexe Chris Miller pour le Lesbian Museum, une exposition de dildos historiques et contemporains. Nous avons pensé, si nous ne pouvons pas rire, nous allons exploser. Et en effet, l'exposition a pu avoir lieu sans aucun souci. J'espère que tout était clair. Je reviens donc. Excusez-moi. Mais voilà, ce qui est important, c'est de voir que Franklin Furness a vraiment été soumis à énormément de pression politique qui passe toujours par l'économique, c'est-à-dire retirer les fonds et voire en demander le remboursement. Et que, en fait, les artistes de Franklin Furness, c'est pour ça que je trouve la proposition de Nicole Eisenman très intéressante, c'est à la fois comment contourner en faisant une sorte d'exposition un peu historique, d'un objet particulier, et donc voilà, c'est répondre et contourner et essayer d'agir dans cette logique. Donc à travers évidemment les contextes difficiles de la politique conservatrice menée par les gouvernements Reagan, George H.W. Bush et George W. Bush, et surtout le sénateur Jesse Helms dont je vais reparler. Et dans tout ça, on retrouve la travailleuse, Martha. J'espère que c'est pas trop long, un petit peu. Et je pense que c'est intéressant de voir que justement, elle, au moment du flip de son livre, voilà, ça y est, je suis perdue dans les traductions. Vous voyez, là c'est comme ça, là c'est comme ça, là c'est comme ça, et là c'est comme ça. Donc quelle figure elle choisit ? Elle choisit la figure de la travailleuse. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que elle va se poser la question qu'est-ce que c'est ? Alors je la remets. Qu'est-ce que c'est d'être en fait submergé par l'administration, puisque son travail devient extrêmement administratif, puisqu'il s'agit de contourner
des règles, des lois, voilà, des choses édictées, et que donc elle décide que l'administration, c'est de l'art, et que administratrice, c'est être artiste. Être administratrice, c'est être artiste. Ce qui est quand même un pas assez intéressant, parce qu'elle va défaire complètement l'image de l'artiste, éventuellement homme, mais pas forcément, mais de l'artiste, voilà, irresponsable, je ne sais pas, inspiré, j'ai écrit allergique à la paperasse, buvant seul dans son atelier, incapable de s'exprimer autrement qu'à travers le langage de son art, donc incapable d'élaborer une pensée partageable et une transmission, ça c'est éventuellement, dépendant du marché de l'art, de ses galeries, des collectionneurs, dépressive, égocentrique, voilà. Et Martha donc substitue à cette image un peu cliché de l'artiste, mais persistante, une image qui serait celle d'une artiste qui travaille en relation avec d'autres artistes, avec des institutions, avec des entités politiques, qui se met donc au service des artistes, qui passe de longues heures à remplir des formulaires ennuyeux pour obtenir des financements et des subventions, une artiste qui est organisée, un petit peu, mais pas forcément énormément, qui a beaucoup d'énergie, etc., etc. Donc moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand Martha fait ça, elle va démystifier la figure de l'artiste. Et c'est important d'une façon générale, mais aussi dans le contexte de ces années 80, qui sont donc marquées par l'argent aussi, la spéculation, etc., etc. C'est comme ça qu'on les perçoit. Ici, je m'excuse, la conférence est un peu longue. J'ai un document qui illustre très bien donc les politiques conservatrices menée notamment par le sénateur Jesse Helms. Donc c'est vraiment une lettre dans laquelle il demande... Alors d'abord, j'adore la première phrase. D'abord, en raison de la nature du matériel qui est donc joint à cette lettre, je vous demande de faire très attention à ce que les femmes associées à votre équipe de travail ne tombent pas sur ce matériel. Ce qui est déjà, voilà. Et ensuite, en fait, c'est Jesse Helms. Bon, je peux pas tout vous lire parce que là, il faut que je me dépêche un petit peu. Donc, qui liste les différents projets qui devraient se voir retirer le National Endowment for the Arts. Donc, le National Endowment for the Arts, ce sont des fonds attribués aux artistes. C'est issu de la mandature, comment dit-on, de la présidence de Lyndon Johnson, donc dans le cadre d'une politique sociale et culturelle, de donc distribuer des fonds aux artistes. Et donc, il va être décidé par un amendement en 1989 que toute œuvre qui représente des relations de nature homosexuelle, obscène, sadomasochiste ou des actes sexuels d'ailleurs, doit se voir retirée, ou en tout cas ne pas se voir attribuer le National Endowment for the Arts, mais aussi retirée. Et donc, c'est dans ce contexte qu'il établit, donc Jesse Helms, une liste voilà, pour attirer l'attention sur certains projets, dont celui que vous voyez ici, dont je vous ai parlé, de Annie Sprinkle, donc qui date en plus. Donc il revient évidemment en arrière sur des choses qui ont déjà eu lieu. Je ne vais pas vous parler de toute l'histoire de Robert Mapplethorpe, qui déclenche aussi encore plus d'agressivité contre la production artistique d'avant-garde, comme tient à le dire Martha, de cette période. Alors les images que vous voyez là, c'est intéressant parce qu'elles sont issues de ce que Martha a produit qui s'appelle le Source Book. Donc le Source Book, c'est un livre aussi qui, je trouve, décrit très bien la façon que Martha a de travailler, qui est encore une fois d'essayer de produire une pédagogie et des possibilités pour les spectatrices, les spectateurs, le public en général, de comprendre son travail. Et c'est aussi, elle est extrêmement transparente en fait quand elle fait ça, c'est-à-dire elle regroupe tout un tas de choses. Il y a des articles qu'elle a écrits et publiés, parce qu'évidemment elle écrit et publie aussi en tant qu'organisatrice culturelle, très soucieuse de pédagogie, de transmission, d'archivage, d'expliquer, de toujours expliquer, parce qu'il faut expliquer. Mais donc il y a des articles qu'elle a écrits, il y a des articles sur son travail, il y a des choses, donc les pages en jaune, excusez-moi, je vais essayer de vous montrer. Ce sont des textes qu'elle écrit pour la publication de Source Book. Il y a des images qui sont extrêmement drôles. Il y a évidemment des choses des Guerrilla Girls. Enfin voilà, c'est bête parce qu'en fait j'ai fait des photos, je devrais vous montrer les photos plutôt, ce serait plus simple. Ça c'est intéressant, je vais quand même vous en parler, mais voilà, ça c'est le Source Book. Et encore une fois, c'est vraiment une forme aussi de transparence, c'est-à-dire que l'artiste n'a pas à avoir le moindre secret sur, disons,
ses recettes de production artistique ou ses sujets d'inspiration. Alors ça, c'est assez marrant. Hop. Voilà. Il va se trouver, j'aurais voulu vous en parler plus longuement, mais j'ai pas trop le temps, que Franklin Furness, aussi en 96, donc suite à toutes ces difficultés politiques, va devoir quitter son bâtiment de Manhattan. Donc il y a d'une part la pression politique et d'autre part la pression économique, puisqu'à ce moment-là, New York est vraiment au centre de ce qu'on appelle une gentrification extrêmement violente. Et en fait, Martha va décider, avec les personnes qui s'occupent avec elle de Franklin Furness, de devenir virtuelle. Donc, c'est les débuts d'Internet. Et j'aurais aimé vous traduire des parties d'un texte qu'elle a écrit, donc qui est un texte qu'elle a écrit en 2005, sur cette expérience de Franklin Furness, d'avoir voulu expérimenter Internet à ses tout débuts. C'est extrêmement drôle. Bon, par exemple, il y a une artiste qui fait une performance en streaming où elle marche comme ça dans son atelier pendant toute une nuit et les gens de Franklin Furness sont très déçus parce que les seuls commentaires, c'est elle a un beau cul ou des trucs comme ça. Donc, ils sont vraiment déçus du potentiel d'échange intellectuel qui règne sur Internet et vraiment pas génial. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui les intéressent. Donc c'est aussi, voilà, c'est une façon d'échapper à la contrainte physique en fait de l'argent que de faire ça. Et il y a une chose quand même qui va rester, bien qu'ensuite Franklin Furness va devenir moins virtuelle. Et de toute façon, ce que dit Martha, c'est que pendant ces 10 années, elle n'a peut-être jamais été aussi près de la question du corps et de la question physique qu'en faisant des expériences voilà, en ligne ou virtuelle. Bon, il faut se représenter aussi ce qu'est Internet et ce qu'est l'expérimentation à ce moment-là. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est de se remettre en question et de se pousser à expérimenter des nouvelles technologies et à être tout le temps dans des nouvelles expérimentations quand on est une institution, entre guillemets, indépendante telle que Franklin Furness. Donc à ce moment-là, je pense que c'est très, très inspirant pour nous, donc 20 ans après son établissement. Et ça, c'est un mail que j'ai reçu de Franklin Furness lundi et qui est très important et intéressant. C'est en fait comment Franklin Furness continue à produire des ressources qui sont des ressources en ligne, qui sont des ressources pratiques pour les artistes. Donc, par exemple, dans cette lettre hebdomadaire, on a des propositions de sous-location d'appartements, d'ateliers, des opportunités de bourses, de subventions, donc les dates où il faut déposer les dossiers, quelles sont les demandes, toutes les propositions en fait qui peuvent être faites à des artistes, des offres d'emploi, des expos dans lesquelles les personnes, les alumni de Franklin Furness, il y en a énormément, participent, etc., etc. Donc, c'est vraiment une lettre d'information qui s'appelle Goings On for Artists, avec des liens. Et c'est un travail énorme, évidemment, de faire ça. Donc, encore une fois, c'est un travail social à l'attention d'une communauté artistique ou de la communauté artistique. Bon, en l'occurrence, c'est pour New York, mais je pense que ça pourrait exister dans de nombreuses autres villes, notamment Paris, si vous êtes intéressés. Voilà. Et, bon, le sourcebook, c'est pareil, hein, c'est des ressources, en fait, puisque Martha aussi introduit dans ce livre énormément de reprint ou réimprime en tout cas des textes historiques, notamment elle est très impressionnée par les futuristes italiens, elle en parle très souvent, etc. etc. Et elle lance, est-ce que j'ai le temps de montrer une vidéo? Peut-être pas, c'est dommage. Mais je ne sais pas trop quel est le timing, c'est strict. Je suis un peu perchée. Bon, en tout cas, je vous montre déjà, et peut-être qu'on pourra finir par une vidéo pendant que le public s'en va, par exemple. C'est une stratégie. Elle va initier donc ces portraits des First Ladies dans les années 80. Alors bon, là, c'est pas une lady, c'est pour vous montrer que, en fait, les questions de genre, quand même... Voilà. Donc là, c'est Barbara Bush plutôt tardivement, c'est-à-dire au moment où le petit George est président. Là, c'est Tipper Gore. Donc, je crois que c'est Al Gore était vice-président sous Clinton, il me semble. Donc, voilà, c'est pas non plus si strict que ça. Là, c'est Michelle Obama. Alors ça, c'est quand même intéressant, il faut en parler. Parce qu'évidemment, donc, Martha, qui est quand même très douée dans les imitations de First Ladies, bon, là, elle est pas mal en Melania. Ça, c'est les toutes dernières pièces. Donc, c'est l'œuvre qu'elle a produite à la résidence Art Place à San Antonio. Mais, voilà, Michelle. Donc là, Michelle, problème quand même pour Martha, parce que c'était difficile de faire Michelle Obama, puisque
disons, limitation, ou essayer de coller, puisque c'est quand même un travail assez précis, hein, de maquillage, de travestissement, de prendre le poids, la stature, puisque pendant longtemps aussi, ça va être des performances, en fait, que fait Martha. C'est vraiment du stand-up comedy. C'est pour ça que quand vous allez partir, je vais quand même lancer la vidéo pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne. Ou si vous pouvez rester, on la regardera ensemble. Mais oui, voilà, simplement, ça va être une manière pour elle vraiment de prendre la parole tout en utilisant un médium, encore une fois, très accessible, donc celui de la satire politique, mais aussi du stand-up comedy, de l'imitation. Mais avec ses portraits de First Ladies, elle va aussi utiliser plein de techniques différentes. Par exemple, Melania, c'est vraiment de la retouche d'image. Il n'y a absolument rien qui est fait directement sur le visage et le corps de Martha. Donc, elle va produire des images, elle va travailler avec des maquilleuses, des maquilleurs, etc. Donc, elle va utiliser un peu plein de techniques et plein de registres. Bon, elle est pas mal aussi en Clinton, je trouve. Vous avez déjà vu Trump, donc c'est pas la peine de vous remontrer. Et encore une fois, je pense que c'est aussi, quand elle incarne les First Ladies, elle parle aussi encore de la question du travail, c'est-à-dire comment ça se fait que ces femmes, finalement, sont entre guillemets celles qui ne travaillent pas. C'est vraiment un produit d'une société très sexiste et misogyne, donc qui affuble comme ça la femme du président d'une activité un peu honorifique, d'apparition publique, de charities, etc. Donc Martha, la travailleuse, évidemment, je ne pense pas que ça lui convienne énormément. Et évidemment, ça lui permet de critiquer la politique menée par les États-Unis à différents moments, comme elle le fait avec les songs. Et bon, là, c'est Martha vieille, quoi. Voilà, et ça, je voulais finir sur cette image. I have become my own worst fear, qui montre quand même aussi son talent de travestissement, de performance, de transformisme, qui est assez impressionnant, je trouve. Et je ne sais pas donc si je vous passe le début, allez. Je suis un peu trop fan. Alors... Donc ça, c'est en 1991. Il y a Barbara Bush 1991. Et il y a aussi Barbara Bush 2007. Bon, je vous raconte quand même, ce qui est très drôle, c'est qu'elle raconte donc, que son fils, donc, qui est président, prenait beaucoup de coke et qu'il ne comprend rien. Et, enfin, c'est très, très drôle. Et là, c'est encore un peu autre chose, puisque elle développe beaucoup sur justement la politique de Jesse Helms et des conservateurs américains, sur le fameux amendement, donc. Et elle établit un parallèle, en fait, qui est assez important. Dire qu'elle dit, oh là là, en ce moment, on parle beaucoup d'abus, on parle beaucoup des violences faites aux femmes, des violences faites aux enfants, des violences, les traumas, tout ça. Mais il y a aussi l'abus qui est commis par les artistes sur l'argent public. Et la façon dont les artistes abusent et volent. Bon, vous allez voir. Je vous explique un petit peu, mais je pense que vous allez très bien comprendre. Good evening. I am Barbara Bush, the First Lady who is fighting for the right to stand by her man. We are the administrators, we are the policy makers, we take pride in showing force, though intervention may make things worse, oh. We are the eliminators, we're consummate budget cutters. On the other hand, we excel at spending dollars, especially when they are not ours. We are the intimidators, we're God's own pestilence makers. Selling arms to Eastern sheiks is our idea of keeping peace. Good evening. Martha Wilson couldn't be here tonight, so she asked me to step in and say a few words about abuse. Abuse. When I was growing up, this word referred to the action of a young man's hand upon his penis. Many years later, the word was always preceded by the word self and referred to women's issues, as for example, when anorexia and bulimia became subjects of polite conversation.
Not long after that, terms like sexual abuse, child abuse, substance abuse, and even some obscure abuses I'm not even sure I understand, came into our national vocabulary. The latest form of abuse around, dating from several incidents in 1990, is art abuse. It works like this. The government agency responsible for grants to individuals and organizations, the NEA, gives a grant. Then that recipient turns around and bites the hand that feeds it. And that's art abuse. But George wasn't director of the CIA for nothing. He knows that the best way to reason with a mad dog is to starve it to death. We've got the NEA giving a third of its money to the states, state agencies cutting their budgets in half, and cities freezing grants indefinitely. It won't be long before art abuse is gone. If you look at it from our point of view, abuse of power comes as no surprise, unless you're naive or Quaker or something. You see, it's a politician's job to create an illusion which, as the artist creates, is so real that folks will vote for the candidate. It really doesn't matter what you say, because once you're in office, you're free to act as you please, at least until the next election comes up. So you might ask, how is making art different from making politics? Well, for one thing, the audience for politics is the world, whereas the audience for art is determined by how large the space is. Making art creates an illusion that embodies the artist's intention. Making politics is creating an illusion that belies the politician's intent. For example, a lot of people believe that the war in the Gulf was about jobs, as James Baker said. Other people believed it was about oil and George Jr.'s investments over there. Conservatives believed it was about the national integrity of Kuwait and that we had a new Hitler on our hands. Liberals believed the purpose of the war was to kill off a whole generation of the underclass, so welfare would cost less, and to keep middle-class minds off the savings and loan crisis. But tonight, I'm going to tell you George's real intent. The Gulf War was a theatrical piece, scripted to frame the 1992 elections as a victory for my husband and this country's first black vice president, Colin Powell. Then in 1996, Colin will run as the black Eisenhower, and the party of tooth and claw will enjoy the power and the glory until the next millennium. In conclusion, to get back to our subject of abuse for 1 minute, it's only the Republican Party that could right the wrongs the black people of America have suffered. It was Nixon who opened China. It was George Bush who presided when the Berlin Wall came tumbling down. All the black Democratic mayors in this country can't put history back together again because they think the way to move forward is to abuse white people. I, for one, look forward to a new world order in which everyone will take advantage of everyone else equally. Tit for tat, and tat for tit.
Politics is made of this. You give me this, I'll give you that, and we'll both smile. Publicity's our strategy, and due to public memory, which lapses so conveniently in a few years, we can raise a family. No scandal's bad enough to flee. The United States is still all milk and honey to me. Merci, désolée d'avoir été un peu longue. Et je voulais simplement souligner que tout ça n'est pas de l'histoire. Enfin, je veux dire, ça se répète toujours. Et donc voilà, même si la vidéo est d'une qualité très 1991, je pense qu'on peut appliquer... c'est ça qui est intéressant avec Martha, on peut appliquer aujourd'hui un certain nombre de choses qu'elle a mis en évidence et dont elle parle. Et on peut les transposer à notre situation politique présente. Voilà.